L'Institut de physique du globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. L'équipe géomatériaux et environnement est une petite équipe qui s'intéresse aux interactions entre différents phénomènes géophysiques que l'on peut mesurer à la surface de la Terre et des phénomènes se produisant dans les géomatériaux, c'est-à-dire dans les roches, principalement les roches de la proche surface. Nous observons des phénomènes qui se produisent à des échelles de temps relativement courtes, c'est-à-dire qui vont de quelques années à parfois quelques minutes. Par exemple, la fracturation d'une roche va se produire éventuellement en quelques minutes, mais à la suite de processus d'accumulation de contraintes qui peuvent durer quelques mois ou quelques années. On s'intéresse à des phénomènes d'hydrogéologie qui se produisent dans les nappes phréatiques à quelques dizaines ou centaines de mètres de profondeur. On s'intéresse également à des problèmes de volcanologie, d'imagerie fonctionnelle de volcans, des phénomènes volcaniques superficiels, c'est-à-dire les phénomènes qui se produisent au niveau de l'édifice volcanique lui-même. En ce qui concerne le stockage des déchets, qui sont des thématiques qui nous intéressent beaucoup, on s'intéresse principalement au stockage des déchets nucléaires et au stockage du CO2. Alors le stockage des déchets nucléaires est prévu à assez faible profondeur, à environ 500 mètres. Donc en géologie, on considère que ces profondeurs sont très très faibles. Donc on parle de subsurface. Donc par rapport à l'ensemble de la Terre, nous nous intéressons vraiment à la pellicule la plus superficielle, les premières centaines de mètres d'épaisseur de la croûte. Je travaille donc sur les méthodes géophysiques à développer pour surveiller un éventuel site de stockage du CO2. Et dans les travaux de recherche et les expériences que j'ai menées pendant ma thèse, il y a en particulier cette expérience-ci, ce dispositif qui permet de faire des expériences de percolation réactive dans des échantillons décimétriques. C'est une expérience qui permet de voir les effets hydrauliques d'une injection de CO2 et surtout l'effet qu'ont ces modifications de la roche sur tout ce qu'on peut mesurer depuis la surface, et ici en particulier les méthodes électriques et les méthodes sismiques. Donc là en l'occurrence, l'idée c'est de travailler sur des carottes rocheuses. Donc là l'échantillon est disposé ici, il est recouvert d'une résine, on fait circuler un fluide dans un milieu poreux et il y a une interaction chimique qui fait que le fluide, quand il sort, il a une composition différente qu'à l'entrée et que le milieu poreux a été altéré. Par exemple ici un échantillon de calcaire de Saint-Maximin qui a cette apparence-là initiale, et ici qu'on peut voir en fin d'expérience, après une injection d'eau saturée en CO2 à l'intérieur. Donc le calcaire a été dissous, puisque l'eau saturée en CO2, elle atteint un pH de 4. Et l'idée de ce dispositif, c'est de faire circuler ainsi un fluide en circuit ouvert dans l'échantillon, et de mesurer le maximum de paramètres physico-chimiques du fluide et de la roche, pour quantifier en fait les modifications qu'on apporte à la roche par l'injection, et surtout voir en fait quels paramètres on pourrait suivre depuis la surface pour voir l'évolution d'un site de stockage. Dans le projet de stockage de déchets nucléaires, ici dans le laboratoire souterrain du Monterrey en Suisse, les expériences que l'on fait sont directement utiles pour ce qu'on appelle l'analyse de sûreté d'un site de stockage. C'est-à-dire que les données que l'on recueille, l'analyse que l'on fait de la fracturation de la roche est directement utilisée par les personnes qui évaluent la faisabilité en termes de sûreté de sites de stockage de déchets nucléaires dans l'argilite. Les thèmes auxquels nous nous intéressons demandent d'importantes collaborations avec de nombreux collègues d'autres équipes. Par exemple ici, dans le cadre de l'analyse de ce qui se passe sur une paroi de galerie dans un site d'essai de stockage de déchets nucléaires, nous faisons des mesures géophysiques variées déjà, des mesures acoustiques, pour écouter les micro-séismes qui vont se produire lorsque la roche va se fracturer, des mesures géoélectriques qui nous rapprochent du géomagnétisme. On a aussi des problèmes de fracturation de roche
qui demandent des compétences en tectonique, en analyse structurale. Donc ce type d'expérience que nous pilotons dans notre équipe implique également de nombreux collègues d'autres équipes. Monter des expériences comme ça demande d'inventer des méthodes, des appareils, et donc dans le laboratoire, on fait aussi des expériences de calibration ou de développement d'instrumentation. Des expériences plus simples sur des modèles réduits pour comprendre les phénomènes physiques de base, par exemple d'études des phénomènes électrocinétiques associés aux écoulements dans les roches poreuses. Et on a aussi un groupe qui développe de nouveaux capteurs, donc qui nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser de nouveaux observables géophysiques, de nouvelles mesures physiques pour nous renseigner sur ce qui se passe dans la Terre. Il y a eu 2 expériences qui ont été faites sur le terrain et le but du jeu, c'est de voir effectivement si cette méthode-là, en mesurant en surface sur le terrain, de repérer, si possible, les pollutions ou par exemple les intrusions d'eau de mer salée dans les aquifères. C'est ce qui se passe dans l'aquifère d'Aquitaine. On a un aquifère dont le niveau d'eau a baissé à cause des pompages et du coup c'est en sous-pression par rapport à la mer et donc il y a une arrivée d'eau salée. Alors si l'avancée du front de sel fait un signal électrique assez fort, on peut espérer, à partir de mesures en surface sur le terrain, voir l'avancée de front salin ou d'autres types de polluants. Donc là, il y a du sable dans un cristallisoire avec un puits. C'est rempli d'eau faiblement salée et j'enregistre les différences de potentiel électrique entre cette électrode dans le puits et les différentes électrodes. Donc j'enregistre successivement les 3 différences de potentiel. Je vais injecter de l'eau salée, mais plus salée, dans le puits. Donc on va avoir une différence de concentration en sel entre le puits et le milieu. Donc il n'y aura pas la même concentration entre l'électrode de référence et les autres électrodes. Et ça, ça crée un potentiel électrique, un potentiel qui chute, parce qu'on a établi un gradient de concentration. Le stockage des déchets nucléaires, le stockage du gaz carbonique et la volcanologie impliquent des phénomènes d'échange de matière et d'énergie entre le sol et l'atmosphère. Et donc on a une grosse part d'activité qui concerne le développement de capteurs permettant de quantifier ces échanges d'énergie et de matière avec l'atmosphère. Alors l'instrumentation qu'on développe peut être assez différente. Lorsqu'on va sur le terrain, on peut assez fréquemment utiliser du matériel classique, comme les compagnies géophysiques en utilisent. En revanche, quand on est dans un tunnel comme celui-ci, où les échelles sont très différentes, tout le matériel a été complètement inventé au laboratoire et fabriqué au laboratoire. Par exemple, sur la soufrière, l'instrumentation n'est pas du tout la même que celle qu'on va utiliser dans un tunnel comme ici. Les échelles ne sont pas les mêmes et les conditions de terrain ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, pour étudier la soufrière de Guadeloupe, on utilise des ondes sonores qui traversent le volcan et nous renseignent sur la façon dont c'est fait à l'intérieur du volcan. Mais on peut aussi faire passer du courant électrique à travers le volcan et ça va nous renseigner d'une autre manière sur la façon dont le volcan est fait. Et actuellement, on est en train de mettre en place un projet pour utiliser les rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules de très haute énergie, qu'on appelle des muons, qui traversent le volcan à toute vitesse. Et on va, en gros, faire une radiographie de volcan en regardant la façon dont les particules venant des rayons cosmiques traversent le volcan et vont nous renseigner donc sur la quantité de matière rencontrée sur leur passage. À la base, on va avoir éventuellement les mêmes mécanismes physiques qui vont être étudiés. Par exemple, dans ce tunnel, on fait aussi passer du courant à travers la roche pour étudier la résistance électrique de la roche, comme pour le volcan. Seulement, dans ce tunnel, il n'y a pas d'eau, on n'a pas de problème, alors que sur la soufrière, les conditions de terrain sont beaucoup plus difficiles et l'appareillage va donc être totalement différent, même si le phénomène physique que l'on étudie reste le même. Alors, la carotte que l'on voit ici a été extraite de l'un de ces forages, dans lequel actuellement nous faisons des mesures. Les mesures en laboratoire sont importantes pour comprendre les données que l'on recueille sur le site et sur le terrain. Il est important de comprendre quelle est la relation, par exemple, entre l'état de fracturation de la roche
et la résistivité électrique que l'on va mesurer, ou aussi la vitesse sismique. C'est pour ça qu'on prend des échantillons de cette roche et qu'on l'instrumente pour faire des mesures sur des échantillons de petite taille que l'on caractérise par ailleurs, ce qui nous permet ensuite de relier les mesures géophysiques que l'on fait sur le terrain avec l'état réel de la roche. Dans des expériences comme celle-ci, on ne fait pas la différence entre le chercheur et l'ingénieur. Les discussions sont toujours faites en commun. On explique les principes scientifiques que l'on souhaite mettre en œuvre dans l'expérience en compagnie des ingénieurs et on imagine avec eux les moyens pratiques de réaliser les mesures pour atteindre l'objectif scientifique qu'on s'est fixé. Moi, je suis là pour préparer les phases prototypes avec implantation et développement mécanique. Donc, par rapport aux expériences de terrain et aux expériences de laboratoire, on se rend compte que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. On développe des appareillages de calibration ou de mesure en laboratoire pour après les réimplanter sur le terrain. Donc c'est deux échelles qui sont complètement différentes et bien sûr le terrain nous apporte beaucoup plus de contraintes. Ces contraintes, on essaye de les absorber et quand on arrive au laboratoire, on essaye de retirer les éléments qu'on ne maîtrise pas pour affiner nos techniques de mesure. On peut regarder sur ces images que les conditions sont beaucoup plus difficiles et que ça nous oblige à prévoir des équipements beaucoup plus conséquents. C'est les futurs de la surface que du savoir. Donc ici en l'occurrence, un thème important dans l'étude environnementale que nous faisons est de comprendre les échanges qui se font entre l'atmosphère et les couches les plus superficielles de la Terre. Il y a beaucoup d'échanges via les végétaux, via l'évaporation, donc il est important d'avoir des capteurs qui permettent de mesurer les échanges d'énergie, les échanges de matière qui se font entre le sol et l'atmosphère. Les problèmes sociétaux qui se posent concernant le stockage des déchets nécessitent que l'on étudie le comportement des roches vis-à-vis des matières que l'on veut stocker. Donc il est nécessaire de bien comprendre la façon dont les roches peuvent servir à l'homme pour entreposer des déchets. Il est nécessaire aussi de comprendre la façon dont les roches permettent la circulation d'eau pour pouvoir exploiter les ressources en eau. Donc cette association géomatériaux et environnement est assez nouvelle dans l'histoire de l'étude des géomatériaux en sciences de la Terre d'un point de vue plus général.